Bienvenue sur Classique en lecture. 5 semaines en ballon de Jules Verne, lu par Bernard, chapitre 16. Symptômes d'orage, le pays de la lune, l'avenir du continent africain, la machine de la dernière heure, vue du pays au soleil couchant, flore et faune, l'orage, la zone de feu, le ciel étoilé. Voilà ce que c'est, dit Joe, de faire les fils de la lune sans sa permission. Ce satellite a failli nous jouer là un vilain tour. Est-ce que par hasard, mon maître, vous auriez compromis sa réputation par votre médecine? Au fait, dit le chasseur, qu'était ce sultan de Kazeh? Un vieil ivrogne à demi-mort, répondit le docteur, et dont la perte ne se fera pas trop vivement sentir. Mais la morale de ceci, c'est que les honneurs sont éphémères, et il ne faut pas trop y prendre goût. Tant pis, répliqua Joe. Cela m'allait, être adoré, faire le dieu à sa fantaisie, mais que voulez-vous? La lune s'est montrée et toute rouge, ce qui prouve bien qu'elle était fâchée. Pendant ces discours et autres, dans lesquels Joe examina l'astre des nuits à un point de vue entièrement nouveau, le ciel se chargeait de gros nuages vers le nord, de ces nuages sinistres et pesants. Un vent assez vif, ramassé à 300 pieds du sol, poussait le Victoria vers le nord-nord-est. Au-dessus de lui, la voûte azurée était pure, mais on la sentait lourde. Les voyageurs se trouvèrent vers 8 heures du soir, par 32 degrés 40 minutes de longitude et 4 degrés 17 minutes de latitude. Les courants atmosphériques, sous l'influence d'un orage prochain, les poussaient avec une vitesse de 35 milles à l'heure. Sous leurs pieds passaient rapidement les plaines ondulées et fertiles de Mfuto. Le spectacle en était admirable, et fut admiré. Nous sommes en plein pays de la Lune, dit le docteur Fergusson, car il a conservé ce nom que lui donna l'Antiquité, sans doute parce que la Lune y fut adorée de tout temps. C'est vraiment une contrée magnifique, et l'on rencontrerait difficilement une végétation plus belle. Si on la trouvait autour de Londres, ce ne serait pas naturel, répondit Joe, mais ce serait fort agréable. Pourquoi ces belles choses-là sont-elles réservées à des pays aussi barbares? Et sait-on, répliqua le docteur, si quelque jour cette contrée ne deviendra pas le centre de la civilisation? Les peuples de l'avenir s'y porteront peut-être, quand les régions de l'Europe se seront épuisées à nourrir leurs habitants. Tu crois cela, fit Kennedy? Sans doute, mon cher Dick. Vois la marche des événements. Considère les migrations successives des peuples, et tu arriveras à la même conclusion que moi. L'Asie est la première nourrice du monde, n'est-il pas vrai? Pendant 4000 ans peut-être, elle travaille, elle est fécondée, elle produit, et puis quand les pierres ont poussé là où poussaient les moissons dorées d'Homère, ses enfants abandonnent son sein épuisé et flétri. Tu les vois alors se jeter sur l'Europe, jeune et puissante, qui les nourrit depuis 2000 ans. Mais déjà sa fertilité se perd, ses facultés productrices diminuent chaque jour. Ces maladies nouvelles dont sont frappés chaque année les produits de la terre, ces fausses récoltes, ces insuffisantes ressources, tout cela est le signe certain d'une vitalité qui s'altère, d'un épuisement prochain. Aussi voyons-nous déjà les peuples se précipiter aux nourrissantes mamelles de l'Amérique, comme à une source non pas inépuisable, mais encore inépuisée. À son tour, ce nouveau continent se fera vieux, ses forêts vierges tomberont sous la hache de l'industrie, son sol s'affaiblira pour avoir trop produit ce qu'on lui aura trop demandé. Là où 2 moissons s'épanouissaient chaque année, à peine une sortira-t-elle de ces terrains à bout de force. Alors l'Afrique offrira aux races nouvelles les trésors accumulés depuis des siècles dans son sein. Ces climats fatals aux étrangers s'épureront par les assolements et les drainages. Ces eaux éparses se réuniront dans un lit commun pour former une artère navigable, et ce pays sur lequel nous planons, plus fertile, plus riche, plus vital que les autres, deviendra quelque grand royaume où se produiront des découvertes plus étonnantes encore que la vapeur et l'électricité. Ah, monsieur, dit Joe, je voudrais bien voir cela. Tu t'es levé trop matin, mon garçon. D'ailleurs, dit Kennedy, cela sera peut-être une fort ennuyeuse époque que celle où l'industrie absorbera tout à son profit,
À force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles. Je me suis toujours figuré que le dernier jour du monde sera celui où quelque immense chaudière chauffée à 3 milliards d'atmosphères fera sauter notre globe. Et j'ajoute, dit Joe, que les Américains n'auront pas été les derniers à travailler à la machine. En effet, répondit le docteur, ce sont de grands chaudronniers, mais sans nous laisser emporter à de semblables discussions, contentons-nous d'admirer cette terre de la Lune, puisqu'il nous est donné de la voir. Le soleil glissant ses derniers rayons sous la masse des nuages amoncelés ornait d'une crête d'or les moindres accidents du sol. Arbres gigantesques, herbes arborescentes, mousses à ras de terre, tout avait sa part de cette effluve lumineuse. Le terrain, légèrement ondulé, ressautait çà et là en petites collines coniques. Pas de montagnes à l'horizon. D'immenses palissades broussaillées, des haies impénétrables, des jungles épineuses séparaient les clairières, où s'étalaient de nombreux villages. Les euphorbes gigantesques les entouraient de fortifications naturelles, en s'entremêlant aux branches coralliformes des arbustes. Bientôt le Malagazari, principal affluent du lac Tanganyika, se mit à serpenter sous les massifs de verdure. Il donnait asile à ces nombreux cours d'eau nés de torrents gonflés à l'époque des crues ou d'étangs creusés dans la couche argileuse du sol. Pour des observateurs élevés, c'était un réseau de cascades jetées sur toute la face occidentale du pays. Des bestiaux à grosses bosses pâturaient dans les prairies grasses et disparaissaient sous les grandes herbes. Les forêts, aux essences magnifiques, s'offraient aux yeux comme de vastes bouquets. Mais dans ces bouquets, lions, léopards, hyènes, tigres se réfugiaient pour échapper aux dernières chaleurs du jour. Parfois un éléphant faisait ondoyer la cime des taillis, et l'on entendait le craquement des arbres cédant à ses cornes d'ivoire. Quel pays de chasse! S'écria Kennedy, enthousiasmé. Une balle lancée à tout hasard, en pleine forêt, rencontrerait un gibier digne d'elle. Est-ce qu'on ne pourrait pas en essayer un peu? Non pas, mon cher Dick. Voici la nuit, une nuit menaçante, escortée d'un orage. Or les orages sont terribles dans cette contrée, où le sol est disposé comme une immense batterie électrique. Vous avez raison, monsieur, dit Joe. La chaleur est devenue étouffante, le vent est complètement tombé, on sent qu'il se prépare quelque chose. L'atmosphère est surchargée d'électricité, répondit le docteur. Tout être vivant est sensible à cet état de l'air qui précède la lutte des éléments, et j'avoue que je n'en fus jamais imprégné à ce point. Eh bien, demanda le chasseur, ne serait-ce pas le cas de descendre? Au contraire, Dick, j'aimerais mieux monter. Je crains seulement d'être entraîné au-delà de ma route pendant ces croisements de courants atmosphériques. Veux-tu donc abandonner la direction que nous suivons depuis la côte? Si cela m'est possible, répondit Fergusson, je me porterai plus directement au nord pendant 7 à 8 degrés. J'essaierai de remonter vers les latitudes présumées des sources du Nil. Peut-être apercevrons-nous quelques traces de l'expédition du capitaine Speke, ou même la caravane de M. de Heuglin. Si mes calculs sont exacts, nous nous trouvons par 32 degrés 40 minutes de longitude, et je voudrais monter droit au-delà de l'équateur. Vois donc, s'écria Kennedy en interrompant son compagnon, vois donc ces hippopotames qui se glissent hors des étangs, ces masses de chair sanguinolente et ces crocodiles qui aspirent bruyamment l'air. Ils étouffent, fit Joe. Ah, quelle manière charmante de voyager! Et comme on méprise toute cette malfaisante vermine, monsieur Samuel, monsieur Kennedy, voyez donc ces bandes d'animaux qui marchent en rang pressé. Ils sont bien 200, ce sont des loups. Non, Joe, mais des chiens sauvages, une fameuse race qui ne craint pas de s'attaquer aux lions. C'est la plus terrible rencontre que puisse faire un voyageur. Il est immédiatement mis en pièces. Bon, ce ne sera pas Joe qui se chargera de leur mettre une muselière, répondit l'aimable garçon. Après ça, si c'est leur naturel, il ne faut pas trop leur en vouloir. Le silence se faisait peu à peu sous l'influence de l'orage. Il semblait que l'air, épaissi, devint impropre à transmettre les sons. L'atmosphère paraissait ouatée et, comme une salle tendue de tapisserie, perdait toute sonorité. L'oiseau rameur, la grue couronnée, les geais rouges et bleus, le moqueur, les moucherolles disparaissaient dans les grands arbres. La nature entière offrait les symptômes d'un cataclysme prochain. À 9 heures du soir, le Victoria demeurait immobile au-dessus de Mséné.
vaste réunion de villages à peine distincts dans l'ombre. Parfois la réverbération d'un rayon égaré dans l'eau morne indiquait des fossés distribués régulièrement, et par une dernière éclaircie le regard put saisir la forme calme et sombre des palmiers, des tamarins, des sycomores et des euphorbes gigantesques. J'étouffe, dit l'Écossais en aspirant à pleins poumons le plus possible de cet air raréfié. Nous ne bougeons plus. Descendrons-nous? Mais l'orage? Fit le docteur assez inquiet. Si tu crains d'être entraîné par le vent, il me semble que tu n'as pas d'autre parti à prendre. L'orage n'éclatera peut-être pas cette nuit, reprit Joe. Les nuages sont très hauts. C'est une raison qui me fait hésiter à les dépasser. Il faudrait monter à une grande élévation, perdre la terre de vue et ne savoir pendant toute la nuit si nous avançons et de quel côté nous avançons. Décide-toi, mon cher Samuel, cela presse. Il est fâcheux que le vent soit tombé, reprit Joe. Il nous eût entraînés loin de l'orage. Cela est regrettable, mes amis, car les nuages sont un danger pour nous. Ils renferment des courants opposés qui peuvent nous enlacer dans leurs tourbillons et des éclairs capables de nous incendier. D'un autre côté, la force de la rafale peut nous précipiter à terre si nous jetons l'ancre au sommet d'un arbre. Alors que faire? Il faut maintenir le Victoria dans une zone moyenne entre les périls de la terre et les périls du ciel. Nous avons de l'eau en quantité suffisante pour le chalumeau, et nos 200 livres de lest sont intactes. Au besoin, je m'en servirai. Nous allons veiller avec toi, dit le chasseur. Non, mes amis, mettez les provisions à l'abri et couchez-vous. Je vous réveillerai si cela est nécessaire. Mais, mon maître, ne feriez-vous pas bien de prendre du repos vous-même, puisque rien ne nous menace encore? Non, merci, mon garçon. Je préfère veiller. Nous sommes immobiles, et si les circonstances ne changent pas, demain nous nous trouverons exactement à la même place. Bonsoir, monsieur. Bonne nuit, si c'est possible. Kennedy et Joe s'allongèrent sous leurs couvertures, et le docteur demeura seul dans l'immensité. Cependant le dôme de nuages s'abaissait insensiblement, et l'obscurité se faisait profonde. La voûte noire s'arrondissait autour du globe terrestre comme pour l'écraser. Tout d'un coup, un éclair violent, rapide, incisif, raya l'ombre. Sa déchirure n'était pas refermée qu'un effrayant éclat de tonnerre ébranlait les profondeurs du ciel. Alerte, s'écria Fergusson. Les deux dormeurs, réveillés à ce bruit épouvantable, se tenaient à ses ordres. Descendons-nous, fit Kennedy. Non, le ballon n'y résisterait pas. Montons avant que ces nuages ne se résolvent en eau et que le vent ne se déchaîne. Et il poussa activement la flamme du chalumeau dans les spirales du serpentin. Les orages des tropiques se développent avec une rapidité comparable à leur violence. Un second éclair déchira la nue, et fut suivi de 20 autres immédiats. Le ciel était zébré d'étincelles électriques qui grésillaient sous les larges gouttes de la pluie. Nous nous sommes attardés, dit le docteur. Il nous faut maintenant traverser une zone de feu avec notre ballon rempli d'air inflammable. Mais à terre, reprenait toujours Kennedy. Le risque d'être foudroyés serait presque le même, et nous serions vite déchirés aux branches des arbres. Nous montons, monsieur Samuel. Plus vite encore. Dans cette partie de l'Afrique, pendant les orages équatoriaux, il n'est pas rare de compter de 30 à 35 éclairs par minute. Le ciel est littéralement en feu, et les éclairs du tonnerre ne discontinuent pas. Le vent se déchaînait avec une violence effrayante dans cette atmosphère embrasée. Il tordait les nuages incandescents. On eût dit le souffle d'un ventilateur immense qui activait tout cet incendie. Le docteur Fergusson maintenait son chalumeau à pleine chaleur. Le ballon se dilatait et montait. À genoux, au centre de la nacelle, Kennedy retenait les rideaux de la tente. Le ballon tourbillonnait à donner le vertige, et les voyageurs subissaient d'inquiétantes oscillations. Il se faisait de grandes cavités dans l'enveloppe de l'aérostat. Le vent s'y engouffrait avec violence, et le taffetas détonnait sous sa pression. Une sorte de grêle, précédée d'un bruit tumultueux, sillonnait l'atmosphère et crépitait sur le Victoria. Celui-ci, cependant, continuait sa marche ascensionnelle. Les éclairs dessinaient des tangentes enflammées à sa circonférence. Il était plein feu. « À la garde de Dieu !» dit le docteur Fergusson. « Nous sommes entre ses mains. Lui seul peut nous sauver. Préparons-nous à tout événement, même à un incendie. Notre chute peut n'être pas rapide. » La voix du docteur parvenait à peine à l'oreille de ses compagnons, mais ils pouvaient voir sa figure calme au milieu du sillonnement des éclairs. Il regardait les phénomènes de phosphorescence produits par le feu Saint-Elme qui voltigeait sur le filet de l'aérostat.
Celui-ci tournoyait, tourbillonnait, mais il montait toujours. Au bout d'un quart d'heure, il avait dépassé la zone des nuages orageux. Les effluences électriques se développaient au-dessous de lui comme une vaste couronne de feux d'artifice suspendue à sa nacelle. C'était là l'un des plus beaux spectacles que la nature pût donner à l'homme. En bas, l'orage, en haut, le ciel étoilé, tranquille, muet, impassible, avec la lune projetant ses paisibles rayons sur ces nuages irrités. Le docteur Fergusson consulta le baromètre. Il donna 12 000 pieds d'élévation. Il était 11 heures du soir. « Grâce au ciel, tout danger est passé, dit-il. Il nous suffit de nous maintenir à cette hauteur. » C'était effrayant, répondit Kennedy. Bon, répliqua Joe, cela jette de la diversité dans le voyage, et je ne suis pas fâché d'avoir vu un orage d'un peu haut. C'est un joli spectacle. Fin du chapitre 16. Chapitre 17. Les montagnes de la Lune, un océan de verdure, on jette l'ancre, l'éléphant remorqueur, feu nourri, mort du pachyderme, le four de campagne, repas sur l'herbe, une nuit à terre. Vers 6 heures du matin, le lundi, le soleil s'élevait au-dessus de l'horizon. Les nuages se dissipèrent et un joli vent rafraîchit ses premières lueurs matinales. La terre, toute parfumée, reparut aux yeux des voyageurs. Le ballon, tournant sur place au milieu des courants opposés, avait à peine dérivé. Le docteur, laissant se contracter le gaz, descendit afin de saisir une direction plus septentrionale. Longtemps, ses recherches furent vaines. Le vent l'entraîna dans l'ouest jusqu'en vue des célèbres montagnes de la Lune, qui s'arrondissent en demi-cercle autour de la pointe du lac Tanganyika. Leur chaîne, peu accidentée, se détachait sur l'horizon, bleuâtre. On eût dit une fortification naturelle, infranchissable aux explorateurs du centre de l'Afrique. Quelques cônes isolés portaient la trace des neiges éternelles. « Nous voilà, » dit le docteur, « dans un pays inexploré. » Le capitaine Burton s'est avancé fort avant dans l'ouest, mais il n'a pu atteindre ces montagnes célèbres. Il en a même nié l'existence, affirmée par Speke, son compagnon. Il prétend qu'elles sont nées dans l'imagination de ce dernier. Pour nous, mes amis, il n'y a plus de doute possible. « Est-ce que nous les franchirons » demanda Kennedy. « Non pas, s'il plaît à Dieu. J'espère trouver un vent favorable qui me ramènera à l'équateur. J'attendrai même s'il le faut, et je ferai du Victoria comme d'un navire qui jette l'ancre par les vents contraires. » Mais les prévisions du docteur ne devaient pas tarder à se réaliser. Après avoir essayé différentes hauteurs, le Victoria fila dans le nord-est avec une vitesse moyenne. « Nous sommes dans la bonne direction, dit-il en consultant sa boussole. Et à peine à 200 pieds de terre, toutes circonstances heureuses pour reconnaître ces régions nouvelles, le capitaine Speke, en allant à la découverte du lac Ukéréoué, remontait plus à l'est, en droite ligne au-dessus de Kazeh. « Irons-nous longtemps de la sorte » demanda Kennedy. « Peut-être. Notre but est de pousser une pointe du côté des sources du Nil, et nous avons plus de 600 milles à parcourir, jusqu'à la limite extrême atteinte par les explorateurs venus du nord. »« Et nous ne mettrons pas pied à terre » fit Joe, histoire de se dégourdir les jambes. « Si, vraiment. Il faudra d'ailleurs ménager nos vivres et, chemin faisant, mon brave Dick, tu nous approvisionneras de viande fraîche. »« Dès que tu le voudras, ami Samuel. Nous aurons aussi à renouveler notre réserve d'eau. Qui sait si nous ne serons pas entraînés vers des contrées arides. On ne saurait donc prendre trop de précautions. » À midi, le Victoria se trouvait par 29° 15' de longitude et 3° 15' de latitude. Il dépassait le village d'Uyofu, dernière limite septentrionale de l'Unyamwezi, par le travers du lac Ukéréoué, que l'on ne pouvait encore apercevoir. Les peuplades rapprochées de l'équateur semblent être un peu plus civilisées et sont gouvernées par des monarques absolus dont le despotisme est sans bornes. Leur réunion la plus compacte constitue la province de Karagwah. Il fut décidé entre les trois voyageurs qu'ils accosteraient la terre au premier emplacement favorable.
On devait faire une halte prolongée et l'aérostat serait soigneusement passé en revue. La flamme du chalumeau fut modérée. Les ancres lancées au dehors de la nacelle vinrent bientôt raser les hautes herbes d'une immense prairie. D'une certaine hauteur, elle paraissait couverte d'un gazon ras, mais en réalité ce gazon avait de 7 à 8 pieds d'épaisseur. Le Victoria effleurait ces herbes sans les courber, comme un papillon gigantesque. Pas un obstacle en vue. C'était comme un océan de verdure, sans un seul brisant. Nous pourrons courir longtemps de la sorte, dit Kennedy. Je n'aperçois pas un arbre dont nous puissions nous approcher. La chasse me paraît compromise. Attends, mon cher Dick, tu ne pourrais pas chasser dans ces herbes plus hautes que toi. Nous finirons par trouver une place favorable. C'était en vérité une promenade charmante, une véritable navigation sur cette mer si verte, presque transparente, avec de douces ondulations au souffle du vent. La nacelle justifiait bien son nom et semblait fendre des flots, à cela près qu'une volée d'oiseaux aux splendides couleurs s'échappait parfois des hautes herbes avec 1000 cris joyeux. Les ancres plongeaient dans ce lac de fleurs et traçaient un sillon qui se refermait derrière elles, comme le sillage d'un vaisseau. Tout à coup, le ballon éprouva une forte secousse. L'ancre avait mordu, sans doute, une fissure de roc cachée sous ce gazon gigantesque. « Nous sommes pris, fit Joe. »« Eh bien, jette l'échelle, » répliqua le chasseur. Ces paroles n'étaient pas achevées qu'un cri aigu retentit dans l'air, et les phrases suivantes, entrecoupées d'exclamations, s'échappèrent de la bouche des 3 voyageurs. « Qu'est cela » ? Un cri singulier. « Tiens, nous marchons. » L'ancre a dérapé. « Mais non, elle tient toujours, » fit Joe, qui allait sur la corde. « C'est le rocher qui marche. » Un vaste remuement se fit dans les herbes, et bientôt une forme allongée et sinueuse s'éleva au-dessus d'elle. « Un serpent, » fit Joe. « Un serpent » s'écria Kennedy en armant sa carabine. « Eh non, dit le docteur, c'est une trompe d'éléphant. »« Un éléphant, Samuel. » Et Kennedy, ce disant, épaula son arme. « Attends, Dick, attends. Sans doute, l'animal nous remorque. Et du bon côté, Joe, du bon côté. » L'éléphant s'avançait avec une certaine rapidité. Il arriva bientôt à une clairière où l'on put le voir tout entier. À sa taille gigantesque, le docteur reconnut un mâle, d'une magnifique espèce. Il portait 2 défenses blanchâtres, d'une courbure admirable, et qui pouvaient avoir 8 pieds de long. Les pattes de l'ancre étaient fortement prises entre elles. L'animal essayait vainement de se débarrasser avec sa trompe de la corde qui le rattachait à la nacelle. « En avant, hardi !» s'écria Joe, au comble de la joie, excitant de son mieux cet étrange équipage. « Voilà encore une nouvelle manière de voyager. Plus que cela de cheval. Un éléphant, s'il vous plaît. »« Mais où nous mène-t-il » demanda Kennedy, agitant sa carabine qui lui brûlait les mains. « Il nous mène où nous voulons aller, mon cher Dick. Un peu de patience. »« Wigmore, Wigmore, comme disent les paysans d'Écosse, » s'écriait le joyeux Joe. « En avant, en avant !» L'animal prit un galop fort rapide. Il projetait sa trompe de droite et de gauche, et dans ses ressauts il donnait de violentes secousses à la nacelle. Le docteur, la hache à la main, était prêt à couper la corde s'il y avait lieu. Mais, dit-il, nous ne nous séparerons de notre ancre qu'au dernier moment. Cette course, à la suite d'un éléphant, dura près d'1 heure et demie. L'animal ne paraissait aucunement fatigué. Ces énormes pachydermes peuvent fournir des trottes considérables et, d'un jour à l'autre, on les retrouve à des distances immenses, comme les baleines, dont ils ont la masse et la rapidité. « Au fait, disait Joe, c'est une baleine que nous avons harponnée, et nous ne faisons qu'imiter la manœuvre des baleiniers pendant leur pêche. » Mais un changement dans la nature du terrain obligea le docteur à modifier son moyen de locomotion. Un bois épais de camaldore apparaissait au nord de la prairie et à 3 milles environ. Il devenait dès lors nécessaire que le ballon fût séparé de son conducteur. Kennedy fut donc chargé d'arrêter l'éléphant dans sa course. Il épaula sa carabine, mais sa position n'était pas favorable pour atteindre l'animal avec succès. Une première balle, tirée au crâne, s'aplatit comme sur une plaque de tôle. L'animal n'en parut aucunement troublé.
Au bruit de la décharge, son pas s'accéléra, et sa vitesse fut celle d'un cheval lancé au galop. Diable, dit Kennedy. Quelle tête dure, fit Joe. Nous allons essayer de quelques balles coniques au défaut de l'épaule, reprit Dick, en chargeant sa carabine avec soin, et il fit feu. L'animal poussa un cri terrible et continua de plus belle. Voyons, dit Joe, en s'armant de l'un des fusils. Il faut que je vous aide, monsieur Dick, ou cela n'en finira pas. Et 2 balles allèrent se loger dans les flancs de la bête. L'éléphant s'arrêta, dressa sa trompe et reprit à toute vitesse sa course vers le bois. Il secouait sa vaste tête et le sang commençait à couler à flots de ses blessures. Continuons notre feu, monsieur Dick. Et un feu nourri, ajouta le docteur. Nous ne sommes pas à 20 toises du bois. 10 coups retentirent encore. L'éléphant fit un bond effrayant. La nacelle et le ballon craquèrent à faire croire que tout était brisé. La secousse fit tomber la hache des mains du docteur sur le sol. La situation devenait terrible alors. Le câble de l'ancre, fortement assujetti, ne pouvait être ni détaché, ni entamé par les couteaux des voyageurs. Le ballon approchait rapidement du bois, quand l'animal reçut une balle dans l'œil, au moment où il relevait la tête. Il s'arrêta, hésita, ses genoux plièrent, il présenta son flanc au chasseur. « Une balle au cœur, dit celui-ci, en déchargeant une dernière fois la carabine. L'éléphant poussa un rugissement de détresse et d'agonie. Il se redressa un instant en faisant tournoyer sa trompe, puis il retomba de tout son poids sur une de ses défenses, qu'il brisa net. Il était mort. « Sa défense est brisée, s'écria Kennedy. De l'ivoire qui en Angleterre vaudrait 35 guinées les 100 livres. Tant que cela, fit Joe, en s'affalant jusqu'à terre par la corde de l'ancre. À quoi servent tes regrets, mon cher Dick, répondit le docteur Fergusson. Est-ce que nous sommes des trafiquants d'ivoire? Sommes-nous venus ici pour faire fortune? Joe visita l'ancre. Elle était solidement retenue à la défense demeurée intacte. Samuel et Dick sautèrent sur le sol, tandis que l'aérostat à demi dégonflé se balançait au-dessus du corps de l'animal. La magnifique bête, s'écria Kennedy. Quelle masse! Je n'ai jamais vu dans l'Inde un éléphant de cette taille. Cela n'a rien d'étonnant, mon cher Dick. Les éléphants du centre de l'Afrique sont les plus beaux. Les Anderson, les Cumming, les ont tellement chassés aux environs du Cap qu'ils émigrent vers l'équateur, où nous les rencontrerons souvent en troupes nombreuses. En attendant, répondit Joe, j'espère que nous goûterons un peu de celui-là. Je m'engage à vous procurer un repas succulent aux dépens de cet animal. Monsieur Kennedy va chasser pendant 1 heure ou 2, monsieur Samuel va passer l'inspection du Victoria, et pendant ce temps je vais faire la cuisine. Voilà qui est bien ordonné, répondit le docteur. Fais à ta guise. Pour moi, dit le chasseur, je vais prendre les 2 heures de liberté que Joe a daigné m'octroyer. Va, mon ami, mais pas d'imprudence, ne t'éloigne pas, sois tranquille. Et Dick, armé de son fusil, s'enfonça dans le bois. Alors Joe s'occupa de ses fonctions. Il fit d'abord dans la terre un trou profond de 2 pieds. Il le remplit de branches sèches qui couvraient le sol et provenaient des trouées faites dans le bois par les éléphants dont on voyait les traces. Le trou, rempli, il entassa au-dessus un bûcher haut de 2 pieds et il y mit le feu. Ensuite, il retourna vers le cadavre de l'éléphant, tombé à 10 toises du bois à peine. Il détacha adroitement la trompe qui mesurait près de 2 pieds de largeur à sa naissance. Il en choisit la partie la plus délicate et y joignit un des pieds spongieux de l'animal. Ce sont en effet les morceaux par excellence, comme la bosse du bison, la patte de l'ours ou la hure du sanglier. Lorsque le bûcher fut entièrement consumé à l'intérieur et à l'extérieur, le trou, débarrassé des cendres et des charbons, offrit une température très élevée. Les morceaux de l'éléphant entourés de feuilles aromatiques furent déposés au fond de ce four improvisé et recouverts de cendres chaudes. Puis Joe éleva un second bûcher sur le tout, et quand le bois fut consumé, la viande était cuite à point. Alors Joe retira le dîner de la fournaise. Il déposa cette viande appétissante sur des feuilles vertes et disposa son repas au milieu d'une magnifique pelouse. Il apporta des biscuits, de l'eau-de-vie, du café, et puisa une eau fraîche et limpide à un ruisseau voisin. Ce festin ainsi dressé faisait plaisir à voir, et Joe pensait, sans être trop fier, qu'il ferait encore plus de plaisir à manger.
Un voyage sans fatigue et sans danger, répétait-il. Un repas à ses heures, un hamac perpétuel. Qu'est-ce que l'on peut demander de plus? Et ce bon monsieur Kennedy qui ne voulait pas venir. De son côté, le docteur Fergusson se livrait à un examen sérieux de l'aérostat. Celui-ci ne paraissait pas avoir souffert de la tourmente. Le taffetas et la gutta-percha avaient merveilleusement résisté. En prenant la hauteur actuelle du sol et en calculant la force ascensionnelle du ballon, il vit avec satisfaction que l'hydrogène était en même quantité. L'enveloppe jusque-là demeurait entièrement imperméable. Depuis 5 jours seulement, les voyageurs avaient quitté Zanzibar. Le pemmican n'était pas encore entamé. Les provisions de biscuits et de viande conservées suffisaient pour un long voyage. Il n'y eut donc que la réserve d'eau à renouveler. Les tuyaux et le serpentin paraissaient être en parfait état. Grâce à leurs articulations de caoutchouc, ils s'étaient prêtés à toutes les oscillations de l'aérostat. Son examen terminé, le docteur s'occupa de mettre ses notes en ordre. Il fit une esquisse très réussie de la campagne environnante, avec la longue prairie à perte de vue, la forêt de Calmador et le ballon immobile sur le corps du monstrueux éléphant. Au bout de ces 2 heures, Kennedy revint avec un chapelet de perdrix grasses et un cuisseau d'oryx, sorte de gemsbok, appartenant à l'espèce la plus agile des antilopes. Joe se chargea de préparer ce surcroît de provisions. « Le dîner est servi, » s'écria-t-il bientôt de sa plus belle voix. Et les 3 voyageurs n'eurent qu'à s'asseoir sur la pelouse verte. Les pieds et la trompe d'éléphant furent déclarés exquis. On but à l'Angleterre, comme toujours, et de délicieux havanes parfumèrent, pour la première fois, cette contrée charmante. Kennedy mangeait, buvait et causait comme 4. Il était enivré. Il proposa sérieusement à son ami le docteur de s'établir dans cette forêt, d'y construire une cabane de feuillage et d'y commencer la dynastie des Robinsons africains. La proposition n'eut pas autrement de suite, bien que Joe se fût proposé pour remplir le rôle de vendredi. La campagne semblait si tranquille, si déserte, que le docteur résolut de passer la nuit à terre. Joe dressa un cercle de feu, barricade indispensable contre les bêtes féroces. Les hyènes, les cougars, les chacals, attirés par l'odeur de la chair d'éléphant, rôdèrent aux alentours. Kennedy dut à plusieurs reprises décharger sa carabine sur des visiteurs trop audacieux. Mais enfin, la nuit s'acheva sans incident fâcheux. Fin du chapitre 17. Chapitre 18. Le Karagwah, le lac Ukéréoué, une nuit dans une île, l'équateur, traversée du lac, les cascades, vue du pays, les sources du Nil, l'île Benga, la signature d'Andrea Debono, le pavillon aux armes d'Angleterre. Le lendemain, dès 5 heures, commençaient les préparatifs du départ. Joe, avec la hache qu'il avait heureusement retrouvée, brisa les défenses de l'éléphant. Le Victoria, rendu à la liberté, entraîna les voyageurs vers le nord-est avec une vitesse de 18 milles. Le docteur avait soigneusement relevé sa position par la hauteur des étoiles pendant la soirée précédente. Il était par 2° 40 minutes de latitude au-dessous de l'équateur, soit à 160 milles géographiques. Il traversa de nombreux villages sans se préoccuper des cris provoqués par son apparition. Il prit note de la conformation des lieux avec des vues sommaires. Il franchit les rampes de Rubemé, presque aussi roides que les sommets de l'Ousagara, et rencontra plus tard, à Tenga, les premiers ressauts des chaînes de Karagwah, qui, selon lui, dérivent nécessairement des montagnes de la Lune. Or, la légende ancienne qui faisait de ces montagnes le berceau du Nil s'approchait de la vérité, puisqu'elle confine au lac Ukéréoué, réservoir présumé des eaux du grand fleuve. De Kafuro, grand district des marchands du pays, il aperçut enfin à l'horizon ce lac tant cherché, que le capitaine Speke entrevit le 3 août 1858. Samuel Fergusson se sentait ému.
Il touchait presque à l'un des points principaux de son exploration, et, la lunette à l'œil, il ne perdait pas un coin de cette contrée mystérieuse que son regard détaillait ainsi. Au-dessous de lui, une terre généralement effritée, à peine quelques ravins cultivés, le terrain, parsemé de cônes d'une altitude moyenne, se faisait plat aux approches du lac. Les champs d'orge remplaçaient les rizières, là croissait ce plantain d'où se tire le vin du pays, et le moigny, plante sauvage qui sert de café. La réunion d'une cinquantaine de huttes circulaires, recouvertes d'un chaume en fleurs, constituait la capitale du Karagwah. On apercevait facilement les figures ébahies d'une race assez belle, au teint jaune-brun. Des femmes d'une corpulence invraisemblable se traînaient dans les plantations, et le docteur étonna bien ses compagnons en leur apprenant que cet embonpoint, très apprécié, s'obtenait par un régime obligatoire de lait caillé. À midi, le Victoria se trouvait par 1° 45' de latitude australe. À 1 heure, le vent le poussait sur le lac. Ce lac a été nommé Nyanza Victoria par le capitaine Speke. Nyanza signifie lac. En cet endroit, il pouvait mesurer 90 milles de largeur. À son extrémité méridionale, le capitaine trouva un groupe d'îles qu'il nomma archipel du Bengale. Il poussa sa reconnaissance jusqu'à Muanza, sur la côte de l'Est, où il fut bien reçu par le sultan. Il fit la triangulation de cette partie du lac, mais il ne put se procurer une barque ni pour le traverser, ni pour visiter la grande île du Kéréoué. Cette île, très populeuse, est gouvernée par 3 sultans et ne forme qu'une presqu'île à marée basse. Le Victoria abordait le lac plus au nord, au grand regret du docteur, qui aurait voulu en déterminer les contours inférieurs. Les bords, hérissés de buissons épineux et de broussailles enchevêtrées, disparaissaient littéralement sous des myriades de moustiques d'un brun clair. Ce pays devait être inhabitable et inhabité. On voyait des troupes d'hippopotames se vautrer dans des forêts de roseaux ou s'enfuir sous les eaux blanchâtres du lac. Celui-ci, vu de haut, offrait vers l'ouest un horizon si large qu'on eût dit une mer. La distance est assez grande entre les deux rives pour que des communications ne puissent s'établir. D'ailleurs, les tempêtes y sont fortes et fréquentes, car les vents font rage dans ce bassin élevé et découvert. Le docteur eut de la peine à se diriger, il craignait d'être entraîné vers l'est, mais heureusement un courant le porta directement au nord, et à 6 heures du soir, le Victoria s'établit dans une petite île déserte, par 0° 30' de latitude et 32° 2' de longitude, à 20 milles de la côte. Les voyageurs purent s'accrocher à un arbre, et le vent s'étant calmé vers le soir, ils demeurèrent tranquillement sur leur ancre. On ne pouvait songer à prendre terre. Ici, comme sur les bords du Nyanza, des légions de moustiques couvraient le sol d'un nuage épais. Joe, même, revint de l'arbre couvert de piqûres. Mais il ne se fâcha pas, tant il trouvait cela naturel de la part des moustiques. Néanmoins, le docteur, moins optimiste, fila le plus de cordes qu'il put afin d'échapper à ces impitoyables insectes qui s'élevaient avec un murmure inquiétant. Le docteur reconnut la hauteur du lac au-dessus du niveau de la mer, telle que l'avait déterminée le capitaine Speke, soit 3750 pieds. « Nous voici donc dans une île, dit Joe, qui se grattait à se rompre les poignets. Nous en aurions vite fait le tour, répondit le chasseur, et, sauf ces aimables insectes, on n'y aperçoit pas un être vivant. Les îles dont le lac est parsemé, répondit le docteur Fergusson, ne sont, à vrai dire, que des sommets de collines immergées. Mais nous sommes heureux d'y avoir rencontré un abri, car les rives du lac sont habitées par des tribus féroces. Dormez donc, puisque le ciel nous prépare une nuit tranquille. Est-ce que tu n'en feras pas autant, Samuel? Non, je ne pourrais fermer l'œil. Mes pensées chasseraient tout sommeil. Demain, mes amis, si le vent est favorable, nous marcherons droit au nord, et nous découvrirons peut-être les sources du Nil. Ce secret demeurait impénétrable. Si près des sources du grand fleuve, je ne saurais dormir. Kennedy et Joe,
que les préoccupations scientifiques ne troublaient pas à ce point, ne tardèrent pas à s'endormir profondément sous la garde du docteur. Le mercredi 23 avril, le Victoria appareillait à 4 heures du matin par un ciel grisâtre. La nuit quittait difficilement les eaux du lac, qu'un épais brouillard enveloppait, mais bientôt un vent violent dissipa toute cette brume. Le Victoria fut balancé pendant quelques minutes en sens divers, et enfin remonta directement vers le nord. Le docteur Fergusson frappa des mains avec joie. « Nous sommes en bon chemin, s'écria-t-il. Aujourd'hui ou jamais, nous verrons le Nil. Mes amis, voici que nous franchissons l'équateur. Nous entrons dans notre hémisphère. Oh, fit Joe, vous pensez, mon maître, que l'équateur passe par ici? Ici même, mon brave garçon. Eh bien, sauf votre respect, il me paraît convenable de l'arroser sans perdre de temps. Va pour un verre de grog, répondit le docteur en riant. Tu as une manière d'entendre la cosmographie qui n'est point sotte. Et voilà comment fut célébré le passage de la ligne à bord du Victoria. Celui-ci filait rapidement. On apercevait dans l'ouest la côte basse et peu accidentée. Au fond, les plateaux plus élevés de l'Ouganda et de l'Usoga. La vitesse du vent devenait excessive, près de 30 milles à l'heure. Les eaux du Nyanza, soulevées avec violence, écumaient comme les vagues d'une mer. À certaines lames de fond qui se balançaient longtemps après les accalmies, le docteur reconnut que le lac devait avoir une grande profondeur. À peine une ou deux barques grossières furent-elles entrevues pendant cette rapide traversée. Le lac, dit le docteur, est évidemment par sa position élevée le réservoir naturel des fleuves de la partie orientale d'Afrique. Le ciel lui rend en pluie ce qu'il enlève en vapeur à ses effluents. Il me paraît certain que le Nil doit y prendre sa source. Nous verrons bien, répliqua Kennedy. Vers 9 heures, la côte de l'ouest se rapprocha. Elle paraissait déserte et boisée. Le vent s'éleva un peu vers l'est, et l'on put entrevoir l'autre rive du lac. Elle se courbait de manière à se terminer par un angle très ouvert, vers 2° 40' de latitude septentrionale. De hautes montagnes dressaient leurs pics arides à cette extrémité du Nyanza, mais entre elles une gorge profonde et sinueuse livrait passage à une rivière bouillonnante. Tout en manœuvrant son aérostat, le docteur Fergusson examinait le pays d'un regard avide. « Voyez, s'écria-t-il, voyez, mes amis, les récits des Arabes étaient exacts. Ils parlaient d'un fleuve par lequel le lac Ukéréoué se déchargeait vers le nord. Et ce fleuve existe, et nous le descendons, et il coule avec une rapidité comparable à notre propre vitesse. Et cette goutte d'eau qui s'enfuit sous nos pieds va certainement se confondre avec les flots de la Méditerranée. C'est le Nil. » « C'est le Nil, » répéta Kennedy, qui se laissait prendre à l'enthousiasme de Samuel Fergusson. « Vive le Nil, dit Joe, qui s'écriait volontiers vive quelque chose quand il était en joie. » Des rochers énormes embarrassaient çà et là le cours de cette mystérieuse rivière. L'eau écumait. Il se faisait des rapides et des cataractes qui confirmaient le docteur dans ses prévisions. Des montagnes environnantes se déversaient de nombreux torrents écumants dans leur chute. L'œil les comptait par centaines. On voyait sourdre du sol de minces filets d'eau éparpillés, se croisant, se confondant, luttant de vitesse, et tous couraient à cette rivière naissante qui se faisait fleuve après les avoir absorbés. « Voilà bien le Nil, » répéta le docteur avec conviction. L'origine de son nom a passionné les savants comme l'origine de ses eaux. On l'a fait venir du grec, du copte, du sanskrit. Peu importe, après tout, puisqu'il a dû livrer enfin le secret de ses sources. Note. Un savant byzantin voyait dans Néilos un nom arithmétique. N représentait 50, E 5, I 10, L 30, O 70, S 200, ce qui fait le nombre des jours de l'année. Fin de la note. Mais, dit le chasseur, comment s'assurer de l'identité de cette rivière et de celle que les voyageurs du Nord ont reconnue? Nous aurons des preuves certaines, irrécusables, infaillibles, répondit Fergusson, si le vent nous favorise 1 heure encore. Les montagnes se séparaient, faisant place à des villages nombreux,
à des champs cultivés de sésame, de dourrah, de canne à sucre. Les tribus de ces contrées se montraient agitées, hostiles, et semblaient plus près de la colère que de l'adoration. Elles pressentaient des étrangers et non des dieux. Il semblait qu'en remontant aux sources du Nil, on vînt leur voler quelque chose. Le Victoria dut se tenir hors de la portée des mousquets. « Aborder ici sera difficile, dit l'Écossais. »« Eh bien, répliqua Joe, tant pis pour ces indigènes, nous les priverons du charme de notre conversation. »« Il faut pourtant que je descende, répondit le docteur Fergusson, ne fût-ce qu'un quart d'heure. Sans cela, je ne puis constater les résultats de notre exploration. C'est donc indispensable, Samuel ? Indispensable, et nous descendrons. Quand même, nous devrions faire le coup de fusil. La chose me va, répondit Kennedy, en caressant sa carabine. Quand vous voudrez, mon maître, dit Joe, en se préparant au combat. Ce ne sera pas la première fois, répondit le docteur, que l'on aura fait de la science les armes à la main. Pareille chose est arrivée à un savant français dans les montagnes d'Espagne quand il mesurait le méridien terrestre. Sois tranquille, Samuel, et fie-toi à tes 2 gardes du corps. Y sommes-nous, monsieur? Pas encore. Nous allons même nous élever pour saisir la configuration exacte du pays. L'hydrogène se dilata et, en moins de 10 minutes, le Victoria planait à une hauteur de 2500 pieds au-dessus du sol. On distinguait de là un inextricable réseau de rivières que le fleuve recevait dans son lit. Il en venait davantage de l'ouest, entre les collines nombreuses, au milieu de campagnes fertiles. Nous ne sommes pas à 90 milles de Gondokoro, dit le docteur en pointant sa carte, et à moins de 5 milles du point atteint par les explorateurs venus du nord. Rapprochons-nous de terre avec précaution. Le Victoria s'abaissa de plus de 2000 pieds. Maintenant, mes amis, soyez prêts à tout hasard. Nous sommes prêts, répondirent Dick et Joe. Bien. Le Victoria marcha bientôt en suivant le lit du fleuve, et à 100 pieds à peine, le Nil mesurait 50 toises en cet endroit, et les indigènes s'agitaient tumultueusement dans les villages qui bordaient ses rives. Au 2e degré, il forme une cascade à pic de 10 pieds de hauteur environ, et par conséquent infranchissable. Voilà bien la cascade indiquée par monsieur de Bonneau, s'écria le docteur. Le bassin du fleuve s'élargissait, parsemé d'îles nombreuses que Samuel Fergusson dévorait du regard. Il semblait chercher un point de repère qu'il n'apercevait pas encore. Quelques nègres s'étant avancés dans une barque au-dessous du ballon, Kennedy les salua d'un coup de fusil qui, sans les atteindre, les obligea à regagner la rive au plus vite. « Bon voyage !» leur souhaita Joe. « À leur place, je ne me hasarderais pas à revenir. J'aurais singulièrement peur d'un monstre qui lance la foudre à volonté. » Mais voici que le docteur Fergusson saisit soudain sa lunette et la braqua vers une île couchée au milieu du fleuve. « 4 arbres !» s'écria-t-il. « Voyez là-bas !» En effet, 4 arbres isolés s'élevaient à son extrémité. « C'est l'île de Benga, c'est bien elle, ajouta-t-il. « Eh bien, après ?» demanda Dick. « C'est là que nous descendrons, s'il plaît à Dieu. » « Mais elle paraît habitée, monsieur Samuel. »« Joe a raison. Si je ne me trompe, voilà un rassemblement d'une vingtaine d'indigènes. Nous les mettrons en fuite. Cela ne sera pas difficile, répondit Fergusson. « Va comme il est dit, répliqua le chasseur. Le soleil était au zénith. Le Victoria se rapprocha de l'île. Les nègres, appartenant à la tribu de Macado, poussèrent des cris énergiques. L'un d'eux agitait en l'air son chapeau d'écorce. Kennedy le prit pour point de mire, fit feu, et le chapeau vola en éclats. Ce fut une déroute générale. Les indigènes se précipitèrent dans le fleuve et le traversèrent à la nage. Des 2 rives, il vint une grêle de balles et une pluie de flèches, mais sans danger pour l'aérostat, dont l'ancre avait mordu une fissure de roc. Joe se laissa couler à terre. « L'échelle !» s'écria le docteur. « Suis-moi, Kennedy. »« Que veux-tu faire ? » ?»« Descendons, il me faut un témoin. Me voici. Joe fait bonne garde. Soyez tranquille, monsieur, je réponds de tout. Viens, Dick, dit le docteur en mettant pied à terre. Il entraîna son compagnon vers un groupe de rochers qui se dressait à la pointe de l'île. Là, il chercha quelque temps, fureta dans les broussailles et se mit les mains en sang. Tout d'un coup, il saisit vivement le bras du chasseur. « Regarde, dit-il, des lettres !» s'écria Kennedy. En effet, 2 lettres gravées sur le roc apparaissaient dans toute leur netteté. On lisait distinctement A.D. « A.D. reprit le docteur Fergusson. «
Andrea de Bono, la signature même du voyageur qui a remonté le plus avant le cours du Nil. Voilà qui est irrécusable, ami Samuel. Es-tu convaincu maintenant? C'est le Nil, nous n'en pouvons douter. Le docteur regarda une dernière fois ces précieuses initiales dont il prit exactement la forme et les dimensions. Et maintenant, dit-il, au ballon. Vite, alors, car voici quelques indigènes qui se préparent à repasser le fleuve. Peu nous importe maintenant. Que le vent nous pousse dans le nord pendant quelques heures, nous atteindrons Gondokoro et nous presserons la main de nos compatriotes. 10 minutes après, le Victoria s'enlevait majestueusement, pendant que le docteur Fergusson, en signe de succès, déployait le pavillon aux armes d'Angleterre. Chapitre 19. Le Nil, la montagne tremblante, souvenir du pays, les récits des Arabes, les niam-niam, réflexions sensées de Joe, le Victoria, cours débordé, les ascensions aérostatiques, Madame Blanchard. Quelle est notre direction? Demanda Kennedy en voyant son ami consulter la boussole. Nord-nord-ouest. Diable! Mais ce n'est pas le nord, cela. Non, Dick, et je crois que nous aurons de la peine à gagner Gondokoro. Je le regrette, mais enfin, nous avons relié les explorations de l'Est à celles du Nord. Il ne faut pas se plaindre. Le Victoria s'éloignait peu à peu du Nil. Un dernier regard, fit le docteur, à cette infranchissable latitude que les plus intrépides voyageurs n'ont jamais pu dépasser. Voilà bien ces intraitables tribus signalées par messieurs Pétrick, Darnaud, Miani, et ce jeune voyageur, monsieur Lejean, auquel nous sommes redevables des meilleurs travaux sur le Haut-Nil. Ainsi, demanda Kennedy, nos découvertes sont d'accord avec les pressentiments de la science? Tout à fait d'accord. Les sources du fleuve Blanc, du Bahr el Abiad, sont immergées dans un lac grand comme une mer. C'est là qu'il prend naissance. La poésie y perdra sans doute. On aimait à supposer à ce roi des fleuves une origine céleste. Les anciens l'appelaient du nom d'océan, et on n'était pas éloigné de croire qu'il découlait directement du soleil. Mais il faut en rabattre et accepter de temps en temps ce que la science nous enseigne. Il n'y aura peut-être pas toujours des savants, il y aura toujours des poètes. On aperçoit encore des cataractes, dit Joe. Ce sont les cataractes de Makedo, par 3 degrés de latitude. Rien n'est plus exact. Que n'avons-nous pu suivre pendant quelques heures le cours du Nil? Et là-bas, devant nous, dit le chasseur, j'aperçois le sommet d'une montagne. C'est le mont Logwek, la montagne tremblante des Arabes. Toute cette contrée a été visitée par M. Debono, qui la parcourait sous le nom de Latif Effendi. Les tribus voisines du Nil sont ennemies et se font une guerre d'extermination. Vous jugez sans peine des périls qu'il a dû affronter. Le vent portait alors le Victoria vers le nord-ouest. Pour éviter le mont Logwek, il fallut chercher un courant plus incliné. Mes amis, dit le docteur à ses 2 compagnons, voici que nous commençons véritablement notre traversée africaine. Jusqu'ici nous avons surtout suivi les traces de nos devanciers. Nous allons nous lancer dans l'inconnu, désormais. Le courage ne nous fera pas défaut? Jamais, s'écrièrent d'une seule voix Dick et Joe. En route donc, et que le ciel nous soit en aide. À 10 heures du soir, par-dessus des ravins, des forêts, des villages dispersés, les voyageurs arrivaient au flanc de la montagne tremblante, dont ils longeaient les rampes adoucies. En cette mémorable journée du 23 avril, pendant une marche de 15 heures, ils avaient, sous l'impulsion d'un vent rapide, parcouru une distance de plus de 315 milles, plus de 125 lieues. Mais cette dernière partie du voyage les avait laissés sous une impression triste. Un silence complet régnait dans la nacelle. Le docteur Fergusson était-il absorbé par ces découvertes? Ses 2 compagnons songeaient-ils à cette traversée au milieu de régions inconnues? Il y avait de tout cela sans doute, mêlé à de plus vifs souvenirs de l'Angleterre et des amis éloignés. Joe, seul, montrait une insouciante philosophie, trouvant tout naturel que la patrie ne fût pas là du moment qu'elle était absente. Mais il respecta le silence de Samuel Fergusson et de Dick Kennedy. À 10 heures du soir, le Victoria mouillait par le travers de la montagne tremblante. Note, la tradition rapporte qu'elle tremble dès qu'un musulman y pose le pied. On prit un repas substantiel et tous s'endormirent successivement sous la garde de chacun.
Le lendemain, des idées plus sereines revinrent au réveil. Il faisait un joli temps et le vent soufflait du bon côté. Un déjeuner, fort égayé par Joe, acheva de remettre les esprits en belle humeur. La contrée parcourue en ce moment est immense. Elle confine aux montagnes de la Lune et aux montagnes du Darfour, quelque chose de grand comme l'Europe. Nous traversons sans doute, dit le docteur, ce que l'on suppose être le royaume d'Usoga. Les géographes ont prétendu qu'il existait au centre de l'Afrique une vaste dépression, un immense lac central. Nous verrons si ce système a quelque apparence de vérité. Mais comment a-t-on pu faire cette supposition ? Demanda Kennedy. Par les récits des Arabes. Ces gens-là sont très conteurs, trop conteurs peut-être. Quelques voyageurs arrivés à Kazeh ou au Grand Lac ont vu des esclaves venus des contrées centrales. Ils les ont interrogés sur leur pays, ils ont réuni un faisceau de ces documents divers et en ont déduit des systèmes. Au fond de tout cela, il y a toujours quelque chose de vrai, et, tu le vois, on ne se trompait pas sur l'origine du Nil. Rien de plus juste, répondit Kennedy. C'est au moyen de ces documents que des essais de cartes ont été tentés. Aussi vais-je suivre notre route sur l'une d'elles et la rectifier au besoin. Est-ce que toute cette région est habitée ? Demanda Joe. Sans doute, et mal habitée. Je m'en doutais. Ces tribus éparses sont comprises sous la dénomination générale de Niam-Niam, et ce nom n'est autre chose qu'une onomatopée. Il reproduit le bruit de la mastication. Parfait, dit Joe. Niam-Niam. Mon brave Joe, si tu étais la cause immédiate de cette onomatopée, tu ne trouverais pas cela parfait. Que voulez-vous dire ? Que ces peuplades sont considérées comme anthropophages. Cela est-il certain ? Très certain. On avait aussi prétendu que ces indigènes étaient pourvus d'une queue comme de simples quadrupèdes, mais on a bientôt reconnu que cet appendice appartenait aux peaux de bêtes dont ils sont revêtus. Tant pis, une queue est fort agréable pour chasser les moustiques. C'est possible, Joe, mais il faut reléguer cela au rang des fables, tout comme les têtes de chiens que le voyageur Brun-Rollet attribuait à certaines peuplades. Des têtes de chiens ? Commodes pour aboyer, et même pour être anthropophages. Ce qui est malheureusement avéré, c'est la férocité de ces peuples, très avides de la chair humaine, qu'ils recherchent avec passion. Je demande, dit Joe, qu'ils ne se passionnent pas trop pour mon individu. Voyez-vous cela, dit le chasseur. C'est ainsi, monsieur Dick. Si jamais je dois être mangé dans un moment de disette, je veux que ce soit à votre profit et à celui de mon maître. Mais nourrir ces moricaud, fi donc, j'en mourrais de honte. Eh bien, mon brave Joe, fit Kennedy, voilà qui est entendu. Nous comptons sur toi à l'occasion. À votre service, messieurs. Joe parle de la sorte, répliqua le docteur, pour que nous prenions soin de lui, en l'engraissant bien. Peut-être, répondit Joe, l'homme est un animal si égoïste. Dans l'après-midi, le ciel se couvrit d'un brouillard chaud qui suintait du sol. L'embrun permettait à peine de distinguer les objets terrestres. Aussi, craignant de se heurter contre quelque pic imprévu, le docteur donna vers 5 heures le signal d'arrêt. La nuit se passa sans accident, mais il avait fallu redoubler de vigilance par cette profonde obscurité. La mousson souffla avec une violence extrême pendant la matinée du lendemain. Le vent s'engouffrait dans les cavités inférieures du ballon. Il agitait violemment l'appendice par lequel pénétraient les tuyaux de dilatation. On dut les assujettir par des cordes, manœuvre dont Joe s'acquitta fort adroitement. Il constata en même temps que l'orifice de l'aérostat demeurait hermétiquement fermé. Ceci a une double importance pour nous, dit le docteur Fergusson. Nous évitons d'abord la déperdition d'un gaz précieux, ensuite nous ne laissons point autour de nous une traînée inflammable à laquelle nous finirions par mettre le feu. Ce serait un fâcheux incident de voyage, dit Joe. Est-ce que nous serions précipités à terre demanda Dick. Précipités, non. Le gaz brûlerait tranquillement et nous descendrions peu à peu. Pareil accident est arrivé à une aéronaute française, Madame Blanchard. Elle mit le feu à son ballon en lançant des pièces d'artifice. Mais elle ne tomba pas et elle ne se serait pas tuée, sans doute, si la nacelle ne se fût heurtée à une cheminée, d'où elle fut jetée à terre. Espérons que rien de semblable ne nous arrivera, dit le chasseur. Jusqu'ici notre traversée ne me paraît pas dangereuse, et je ne vois pas de raison qui nous empêche d'arriver à notre but. Je n'en vois pas non plus, mon cher Dick. Les accidents d'ailleurs ont toujours été causés par l'imprudence des aéronautes, ou par la mauvaise construction de leurs appareils. Cependant, sur plusieurs milliers d'ascensions aérostatiques, on ne compte pas 20 accidents ayant causé la mort. En général,
ce sont les atterrissements et les départs qui offrent le plus de danger. Aussi, en pareil cas, ne devons-nous négliger aucune précaution. Voici l'heure du déjeuner, dit Joe. Nous nous contenterons de viande conservée et de café, jusqu'à ce que M. Kennedy ait trouvé moyen de nous régaler d'un bon morceau de venaison. Chapitre 20. La bouteille céleste, les figuiers palmiers, les mammouth trees, l'arbre de guerre, l'attelage ailé, combat de deux peuplades, massacre, intervention divine. Le vent devenait violent et irrégulier. Le Victoria courait de véritables bordées dans les airs. Rejeté tantôt dans le nord, tantôt dans le sud, il ne pouvait rencontrer un souffle constant. Nous marchons très vite sans avancer beaucoup, dit Kennedy, en remarquant les fréquentes oscillations de l'aiguille aimantée. Le Victoria file avec une vitesse d'au moins 30 lieues à l'heure, dit Samuel Fergusson. Penchez-vous et voyez comme la campagne disparaît rapidement sous nos pieds. Tenez, cette forêt a l'air de se précipiter au-devant de nous. La forêt est déjà devenue une clairière, répondit le chasseur. Et la clairière un village, riposta Joe, quelques instants plus tard. Voilà-t-il des faces de nègres assez ébahies? C'est bien naturel, répondit le docteur. Les paysans de France, à la première apparition des ballons, ont tiré dessus, les prenant pour des monstres aériens. Il est donc permis à un nègre du Soudan d'ouvrir de grands yeux. Ma foi, dit Joe, pendant que le Victoria rasait un village à 100 pieds du sol, je m'en vais leur jeter une bouteille vide avec votre permission, mon maître. Si elle arrive saine et sauve, ils l'adoreront, et si elle se casse, ils se feront des talismans avec les morceaux. Et, ce disant, il lança une bouteille qui ne manqua pas de se briser en 1000 pièces, tandis que les indigènes se précipitaient dans leurs huttes rondes en poussant de grands cris. Un peu plus loin, Kennedy s'écria « Regardez donc cet arbre singulier. Il est d'une espèce par en haut et d'une autre par en bas. » Bon, fit Joe, voilà un pays où les arbres poussent les uns sur les autres. C'est tout simplement un tronc de figuier, répondit le docteur, sur lequel il s'est répandu un peu de terre végétale. Le vent, un beau jour, y a jeté une graine de palmier, et le palmier a poussé comme en plein champ. Une fameuse mode, dit Joe, et que j'importerai en Angleterre. Cela fera bien dans les parcs de Londres, sans compter que ce serait un moyen de multiplier les arbres à fruits. On aurait des jardins en hauteur, voilà qui sera goûté de tous les petits propriétaires. En ce moment, il fallut élever le Victoria pour franchir une forêt d'arbres hauts de plus de 300 pieds, sorte de banians séculaires. Voilà de magnifiques arbres, s'écria Kennedy. Je ne connais rien de beau comme l'aspect de ces vénérables forêts. Vois donc, Samuel. La hauteur de ces banians est vraiment merveilleuse, mon cher Dick, et cependant elle n'aurait rien d'étonnant dans les forêts du Nouveau Monde. Comment? Il existe des arbres plus élevés? Sans doute, parmi ceux que nous appelons les mammouth trees. Ainsi, en Californie, on a trouvé un cèdre élevé de 450 pieds, hauteur qui dépasse la tour du Parlement et même la grande pyramide d'Égypte. La base avait 120 pieds de tour, et les couches concentriques de son bois lui donnaient plus de 4000 ans d'existence. Eh, monsieur, cela n'a rien d'étonnant alors, quand on vit 4000 ans. Quoi de plus naturel que d'avoir une belle taille? Mais pendant l'histoire du docteur et la réponse de Joe, la forêt avait déjà fait place à une grande réunion de huttes circulairement disposées autour d'une place. Au milieu croissait un arbre unique, et Joe de s'écrier à sa vue: « Eh bien, s'il y a 4000 ans que celui-là produit de pareilles fleurs, je ne lui en fais pas mon compliment. » Et il montrait un sycomore gigantesque, dont le tronc disparaissait en entier sous un amas d'ossements humains. Les fleurs dont parlait Joe étaient des têtes fraîchement coupées, suspendues à des poignards fixés dans l'écorce. « L'arbre de guerre des cannibales, dit le docteur. Les Indiens enlèvent la peau du crâne, les Africains la tête entière. Affaire de mode, dit Joe. Mais déjà le village aux têtes sanglantes disparaissait à l'horizon. Un autre plus loin offrait un spectacle non moins repoussant. Des cadavres à demi dévorés, des squelettes tombant en poussière, des membres humains épars çà et là, étaient laissés en pâture aux hyènes et aux chacals. Ce sont sans doute les corps des criminels, ainsi que cela se pratique dans l'Abyssinie.
on les expose aux bêtes féroces qui achèvent de les dévorer à leur aise, après les avoir étranglés d'un coup de dent. Ce n'est pas beaucoup plus cruel que la potence, dit l'Écossais. C'est plus sale, voilà tout. Dans les régions du sud de l'Afrique, reprit le docteur, on se contente de renfermer le criminel dans sa propre hutte, avec ses bestiaux, et peut-être sa famille. On y met le feu, et tout brûle en même temps. J'appelle cela de la cruauté, mais j'avoue avec Kennedy que, si la potence est moins cruelle, elle est aussi barbare. Joe, avec l'excellente vue dont il se servait si bien, signala quelques bandes d'oiseaux carnassiers qui planaient à l'horizon. Ce sont des aigles, s'écria Kennedy, après les avoir reconnus avec la lunette. De magnifiques oiseaux dont le vol est aussi rapide que le nôtre. Le ciel nous préserve de leurs attaques, dit le docteur. Ils sont plutôt à craindre pour nous que les bêtes féroces ou les tribus sauvages. Bah, répondit le chasseur, nous les écarterions à coups de fusil. J'aime autant, mon cher Dick, ne pas recourir à ton adresse. Le taffetas de notre ballon ne résisterait pas à un de leurs coups de bec. Heureusement, je crois ces redoutables oiseaux plus effrayés qu'attirés par notre machine. Eh mais, une idée, dit Joe, car aujourd'hui les idées me poussent par douzaines. Si nous parvenions à prendre un attelage d'aigles vivants, nous les attacherions à notre nacelle et ils nous traîneraient dans les airs. Le moyen a été sérieusement proposé, répondit le docteur, mais je le crois peu praticable avec des animaux assez rétifs de leur naturel. On les dresserait, reprit Joe. Au lieu de morts, on les guiderait avec des œillères qui leur intercepteraient la vue. Borgnes, ils iraient à droite ou à gauche. Aveugles, ils s'arrêteraient. Permets-moi, mon brave Joe, de préférer un vent favorable à tes aigles attelés. Cela coûte moins cher à nourrir, et c'est plus sûr. Je vous le permets, monsieur, mais je garde mon idée. Il était midi. Le Victoria, depuis quelque temps, se tenait à une allure plus modérée. Le pays marchait au-dessous de lui, il ne fuyait plus. Tout d'un coup, des cris et des sifflements parvinrent aux oreilles des voyageurs. Ceux-ci se penchèrent et aperçurent dans une plaine ouverte un spectacle fait pour les émouvoir. Deux peuplades aux prises se battaient avec acharnement et faisaient voler des nuées de flèches dans les airs. Les combattants, avides de s'entretuer, ne s'apercevaient pas de l'arrivée du Victoria. Ils étaient environ 300, se choquant dans une inextricable mêlée. La plupart d'entre eux, rouges du sang des blessés dans lequel ils se vautraient, formaient un ensemble hideux à voir. À l'apparition de l'aérostat, il y eut un temps d'arrêt. Les hurlements redoublèrent, quelques flèches furent lancées vers la nacelle, et l'une d'elles assez près pour que Joe l'arrêtât de la main. « Montons hors de leur portée, s'écria le docteur Fergusson. Pas d'imprudence. Cela ne nous est pas permis. Le massacre continuait de part et d'autre à coups de hache et de saguet. Dès qu'un ennemi gisait sur le sol, son adversaire se hâtait de lui couper la tête. Les femmes, mêlées à cette cohue, ramassaient les têtes sanglantes et les empilaient à chaque extrémité du champ de bataille. Souvent elles se battaient pour conquérir ce hideux trophée. L'affreuse scène, s'écria Kennedy avec un profond dégoût. Ce sont de vilains bonshommes, dit Joe. Après cela, s'ils avaient un uniforme, ils seraient comme tous les guerriers du monde. J'ai une furieuse envie d'intervenir dans le combat, reprit le chasseur en brandissant sa carabine. Non pas, répondit vivement le docteur. Non pas. Mêlons-nous de ce qui nous regarde. Sais-tu qui a tort ou raison, pour jouer le rôle de la Providence? Fuyons au plus tôt ce spectacle repoussant. Si les grands capitaines pouvaient dominer ainsi le théâtre de leurs exploits, ils finiraient peut-être par perdre le goût du sang et des conquêtes. Le chef de l'un de ces partis sauvages se distinguait par une taille athlétique jointe à une force d'Hercule. D'une main, il plongeait sa lance dans les rangées compactes de ses ennemis, et de l'autre y faisait de grandes trouées à coups de hache. À un moment, il rejeta loin de lui sa sagaie rouge de sang, se précipita sur un blessé dont il trancha le bras d'un seul coup, prit ce bras d'une main, et le portant à sa bouche, il y mordit à pleines dents. Ah, dit Kennedy, l'horrible bête, je n'y tiens plus. Et le guerrier, frappé d'une balle au front, tomba en arrière. À sa chute, une profonde stupeur s'empara de ces guerriers. Cette mort surnaturelle les épouvanta, en ranimant l'ardeur de leurs adversaires, et en une seconde le champ de bataille fut abandonné de la moitié des combattants. Allons chercher plus haut un courant qui nous emporte, dit le docteur. Je suis écœuré de ce spectacle.
Mais il ne partit pas si vite qu'il ne put voir la tribu victorieuse se précipitant sur les morts et les blessés, se disputer cette chair encore chaude et s'en repaître avidement. Pouah, fit Joe, cela est repoussant. Le Victoria s'élevait en se dilatant. Les hurlements de cette horde en délire le poursuivirent pendant quelques instants. Mais enfin, ramené vers le sud, il s'éloigna de cette scène de carnage et de cannibalisme. Le terrain offrait alors des accidents variés, avec de nombreux cours d'eau qui s'écoulaient vers l'est. Il se jetait sans doute dans ces affluents du lac Nu ou du fleuve des Gazelles, sur lequel M. Guillaume Lejean a donné de si curieux détails. La nuit venue, le Victoria jeta l'ancre par 27° de longitude et 4° 20' de latitude septentrionale, après une traversée de 150 milles. Merci d'avoir écouté les chapitres 16 à 20 de 5 semaines en ballon de Jules Verne sur Classique en lecture. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo de lecture. À très vite sur Classique en lecture.